Renacast. Et si jamais je décroche pas de contrat? Et si jamais j'y arrive pas? Et si jamais je suis pas fait pour ça? Et si en fait, il y a tellement de si les uns derrière les autres, on se dit: «Mais on n'y arrivera jamais» au début de toute façon. Et je suis partie et j'ai posé ma première lettre de démission de toute ma vie et je l'ai fait. J'ai vraiment, écrit ma première lettre de démission, j'étais en terminale juste avant le bac. Mes parents étaient ravis. J'ai une, cliente qui m'a doucement glissé une carte de visite, qui m'a dit: «Tu ferais bien de te mettre à ton compte parce que, bah, en fait, c'est ce qu'il te faut, hein». Et si un simple déclic pouvait changer toute votre vie? Bienvenue sur Renacast, le podcast qui explore ce moment clé où tout bascule, où l'envie de créer prend le dessus sur la peur de l'inconnu. Ici, des entrepreneurs, des audacieux, des visionnaires partagent avec vous leur histoire, leurs doutes, leurs succès, et surtout, ce qui les a poussés à tout quitter pour entreprendre. Une idée qui vous trotte en tête, un projet que vous n'osez pas lancer, chaque épisode est là pour vous inspirer et peut-être déclencher votre propre déclic. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et embarquez avec nous dans l'aventure. On imagine souvent le recrutement comme un algorithme froid, une pile de CV anonymes et des bureaux aseptisés. On oublie que derrière chaque usine, chaque chantier, il y a des battements de cœur et des trajectoires de vie. C'est l'histoire d'une femme qui a décidé de quitter le confort des cabinets pour enfiler ses chaussures de sécurité. Du recrutement sur catalogue à l'immersion totale en atelier. De la froideur de bases de données à la chaleur des rencontres de terrain. Elle ne cherche pas simplement des bras pour l'industrie de Franche-Comté, elle répare le lien entre les entreprises et ceux qui les font vivre. Elle a compris que dans un monde qui se digitalise à outrance, la véritable technologie de pointe, c'est l'écoute. Bonjour Julie, bienvenue dans ton épisode de Renacast. Bonjour Nicolas, merci de m'avoir invitée. Ah ben écoute, c'est avec grand plaisir. Je le dis souvent, tu sais, si tu écoutes les épisodes de Renacast, j'explique un petit peu les backstage de l'épisode. Du coup, pour toi, c'était un petit peu différent, mais pas tant que ça. Une rencontre hyper intéressante, un coup de téléphone super sympa qui m'a donné envie de te découvrir. Et je me suis dit qu'à travers ton parcours, comme pour beaucoup de nos invités d'ailleurs, peut-être même tous, tu avais quelque chose d'inspirante et que tu pouvais potentiellement donner l'envie à ceux qui aujourd'hui n'osent pas encore à se lancer dans l'entrepreneuriat, à suivre ton chemin. Et qui de mieux que quelqu'un qui aide tout le monde à trouver un job que toi. Bah, je me suis dit, ok, j'y vais, c'est le moment ou jamais. Alors du coup, moi j'ai fait plein de recherches autour de ta vie, de ton œuvre, de ce que tu as fait. Internet en est plein quand même. Tu parles pas mal, c'est bien. Et du coup, ça m'a permis de te trouver pas mal d'informations. Moi, je te connais maintenant, mais tous nos auditeurs pas encore. Alors, si tu le souhaites, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors, donc je m'appelle Julie, comme tu l'as dit tout à l'heure. J'ai 32 ans, je viens d'un petit village de Haute-Saône, bien des Vosges saunoises pour être plus précise. J'habite du côté de Vesoul en Haute-Saône. Je suis maman de 2 enfants et c'est hyper important, ça je vais y venir après tout à l'heure. Je suis maman de 2 enfants, je suis mariée, je suis indépendante depuis un peu plus d'un an et avant ça, bah, j'ai fait pas mal de choses, j'ai fait, plein de métiers différents, même si je suis pas si vieille que ça, j'ai essayé plein de choses avant de trouver ma voie, voilà. Ce qui est déjà énorme, plein de choses, hein. Tu es très jeune, alors moins jeune que certains qu'on a déjà eu sur le podcast. J'ai souvenir de Hugo Beaumont qui, à 16 ans, avait déjà commencé l'entrepreneuriat, soit 2 fois moins que toi, hein. Il a divisé par 2 pour commencer à devenir son propre patron. C'est pas pour mettre la pression, hein, mais c'est juste pour dire que c'est possible à tout âge et peu importe, il y a pas de bon ou de mauvais moments. Au contraire, il y a des moments de vie qui nous permettent d'aller justement chercher quelque chose de différent. Toi, c'était donc à 31 ans, donc c'est bien, top, comme quoi, on peut faire, comme on veut, quand on veut. Et puis, bah, Hugo à 16 ans, bah, écoute, tant mieux aussi. Donc c'est bien. Et j'ai des personnes beaucoup plus âgées, hein, qui se sont lancées à 40, 50 ans. Com J'aime beaucoup dire que l'entrepreneuriat, c'est pas une question d'âge. Déjà, ça, c'est super important. C'est une question de mouvement, d'accompagnement. Ton Tu le dis, 2 enfants, c'est important pour toi, mais peut-être que c'est un moment qui te permet de de t'épanouir et de dire: «OK, moi, ce que je veux montrer à mes enfants, c'est ça, ça, ça». Donc ça peut être une
une partie de ta vie. Donc du coup, c'est cool, je suis content. 2 enfants, 32 ans, et ça fait donc 1 an aujourd'hui, enfin peut-être pas aujourd'hui, pile poil, mais 1 an que tu es ta propre chef d'entreprise. Mais avant d'être ça, tu as forcément, travaillé parce que 32 ans, tu as dû avoir, fini tes études et puis te lancer dans le milieu du travail. Qui étais-tu avant de devenir chef d'entreprise? Alors, fini mes études, non, mais je vais y revenir. Je suis dedans justement, mais j'ai avant tout ça, bah, ça a commencé, assez jeune finalement. Mes études se sont arrêtées très, très tôt, enfin sur le cursus, scolaire classique. On va dire que l'école, c'était pas forcément mon truc, pas forcément parce que j'avais des mauvaises notes, hein, c'était pas du tout ça. C'était juste, un moule qui ne me convenait, pas du tout. J'ai fait des études, mes plus hautes études à l'époque, de mes 18 ans, je devais passer le bac et finalement j'ai pas passé le bac. On me prédestinait, par rapport à mes notes, à aller, finalement sur un cursus, pas pour aller en prépa HEC et cetera. J'avais des très bonnes notes, «Julie, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça». Sauf qu'en fait, bah, moi à 17-18 ans, j'avais pas spécialement envie de faire de grandes études, je me sentais pas à l'aise, à l'école, je me sentais pas à l'aise au milieu de tout ce monde-là qui, bon, me plaisait pas. J'étais très, très, très solitaire, j'étais vraiment renfermée dans ma petite coquille, dans mon coin avec mes lunettes d'attélo dans le fond de la classe, c'était génial et puis, en fait, un jour, j'étais en cours de philo et le prof de philo ne me convenait vraiment pas, j'étais pas du tout d'accord avec sa philosophie et je suis partie et j'ai posé ma première lettre de démission de toute ma vie et je l'ai fait, j'ai vraiment, écrit ma première lettre de démission, j'étais en en terminale juste avant le bac, mes parents étaient ravis, heu, ils m'ont adorée le jour-là. Je suis partie du lycée du jour au lendemain et j'avais besoin quand même de trouver quelque chose. Je pouvais pas rester sans rien et c'est là que j'ai décidé dans la même semaine, j'ai dit: «Ben, tu es réservée, tu sais pas trop quoi faire de ta vie, bah, tu vas te faire un peu de mal. Bah, tu vas aller en restauration où tu vas être obligée de côtoyer des gens». Dans un milieu, finalement, bah, pas du tout intellectuel, mais plus manuel avec du relationnel et donc du coup, j'ai commencé un apprentissage en restauration donc il y a quand j'avais 18 ans, donc il y a quelques années maintenant. J'ai fait 2 ans d'apprentissage en restauration que j'ai eu mon CAP et après je suis partie sur un brevet professionnel, et après je suis partie dans l'hôtellerie pendant quelques années aussi. Ça me plaisait bien, tout me plaisait bien, enfin en fait, tout ce que j'ai fait m'a toujours plu. Le problème, c'est que, bah, quand on commence à avoir des enfants, bah, ça devient compliqué de travailler dans la restauration et c'est là que j'ai décidé un petit peu de changer de voie. Pas de diplôme, hormis un CAP, un bac pro, en restauration. Bon, ben, je suis partie dans la vente et j'ai fini poissonnière. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais pourtant ça a été un métier qui pour moi j'ai adoré ce métier-là. Pourquoi? Parce que, ben, le la restauration m'a appris à être, un peu plus moi-même, un peu plus proche des gens, à écouter, en fait, les personnes qui étaient en face de moi, à les comprendre aussi, parce qu'à force de les côtoyer tous les jours, on les comprend et la poissonnerie, bah, du coup, c'était bon vivant, c'était du commerce, c'était plein de choses, enfin, voilà, je faisais de la criée, enfin, c'était Bien. génial, j'ai adoré faire de la criée, en en poissonnerie. Et puis au bout de quelques années quand même, 2e enfant, il a fallu faire quelque chose parce qu'à la poissonnerie, c'est 4 heures du matin, on monte son étal, on pète 500 kilogrammes de glace pour monter son étal avec, 2 enfants à charge et ça devenait très, très compliqué les horaires donc du coup, ben, allez, bon, ben, on va se reformer, hein. Julie, tu as fait des bêtises avant, maintenant, bah, tu prends ton courage à 2 mains et tu vas te reformer et c'est là que j'ai passé un BTS assistante de direction donc par une voie un peu détournée de la voie classique. Je suis partie en BTS, au Greta donc sur mon secteur et en fait, j'ai pas eu le temps de le terminer parce que j'ai trouvé un poste, du coup, en agence intérim, avant même de le terminer. Bon, je l'ai terminé après en candidat libre, en cours du soir, donc après mon boulot et mes enfants, je faisais mes cours et je révisais mes cours et cetera. Donc j'ai obtenu ce BTS, mais dans un laps de temps court, en fait, j'ai trouvé et une formation et un nouveau boulot et puis, en fait, je suis tombée dans le recrutement et ça a été une découverte incroyable pour moi parce qu'en fait, ça y est, j'avais trouvé enfin ma vraie voie, quoi. Excellent. Plein de choses en très peu de temps. Tu bombardes, hein, clairement. Tu nous donnes beaucoup de choses en quelques instants. Tu me dis,
moi, ce que j'entends, c'est, les études sont pas faites pour toi. En tout cas, c'est ce que tu me dis au début, hein. C'est pas vraiment la vérité, hein, parce que pour quelqu'un qui aime pas les études, qui se relance en CAP et qui refait un BTS, bon, je comprends pas. On reviendra peut-être dessus, mais c'est cool. Donc, c'est le format et ça, c'est intéressant. Comme quoi, ne pas avoir de diplôme ne n'empêche pas de bien vivre sa vie. Et un diplôme en soi, c'est rien. Enfin, si vous m'écoutez, c'est un bout de papier. Ça n'empêche pas que vous êtes super intelligent, que vous avez une connaissance accrue de votre domaine d'activité. Ça n'empêche pas. Alors, tu vas peut-être me contredire en tant qu'RH. Tu vas me dire s'il n'y a pas de diplôme, si on cherche un bac plus 2 et que je viens sans mon diplôme, peut-être que je vais être recalé. Mais c'est un bout de papier, c'est une ligne sur un tableau. Ça ne veut pas dire que je suis pas enfin, que la personne n'est pas hyper compétente. Et ça, je trouve ça génial de le dire parce que, il y en a beaucoup qui restent coincés parce que, on n'a pas ce Graal au bout, et qui vont faire un petit boulot qui leur plaît pas forcément parce qu'ils pensent ne pas avoir les capacités, en tout cas, les capacités qu'on nous dit avoir besoin, ce qui est pas du tout le cas à mon sens. Alors, faites vos études quand même, hein, vous arrêtez pas parce que je viens de dire ça. Ça peut quand même être voilà. Mais voilà, c'est un bon plan, je trouve super intéressant et puis, tu me dis, tu es plutôt renfermé, avec les petites lunettes en fond de la classe, enfin, voilà, très, 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 c'est un cliché très fort également que je vois bien, hem et pourtant tu te dis: «OK, j'ai des difficultés à ce niveau-là», donc la relation sociale humaine peut-être, je sais pas si c'est le terme qu'il faut utiliser et là tu fais du mal et c'est le terme que tu as utilisé, tu veux me faire du mal, je vais aller dans la restauration, et là, tu vois, on peut aller dans la restauration sans diplôme à la base, hein. Donc toi, tu as décidé quand même de faire un CAP, hein? C'est ça, hein? C'est un diplôme? À 17 ans, de toute façon, pour entrer en restauration, il fallait un diplôme, il fallait faire quelque chose. Ouais? Donc je voulais pas rester sans rien. Donc voilà. C'était pour faire un peu plaisir à mes parents parce que pour le coup, je me suis dit: «Si je vais nulle part, ils vont pas aimer». Ils ont pas aimé. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Et la restauration, un univers, tellement difficile, hein. Pour moi, la restauration, c'est un peu comme être médecin. C'est alors avec moins d'années d'études peut-être, mais c'est plus une vocation qu'un métier. Parce que comme tu le dis, c'est très compliqué, tu as des horaires, entrecoupés, tu travailles tôt le matin, tard le soir et je te parle pas de la poissonnerie après, c'est encore pire à mon sens, mais c'est des métiers passion. Si tu aimes pas le contact humain, si t'aimes pas te défoncer à la tâche et courir dans tous les sens en un laps de temps très court, dans le service par exemple, n'y va pas en fait. Tu vas mourir très, très vite, physiquement et mentalement. Qu'est-ce que ça t'a apporté la restauration toi? Mais en fait, c'est la base de toute ma vie professionnelle. Ça m'a appris à réfléchir à plusieurs choses à la fois, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école, à être câblé sur, plein de sujets en même temps, être, avoir en fait une efficacité, quand même, en restauration. Vous avez 3 tables qui vous appellent en même temps, qui vous demandent 3 choses différentes et il faut être là, pour les 3 personnes et toujours être souriant même s'il se passe quelque chose. Et en fait, c'est dans mon métier, finalement, j'ai le même socle. J'ai les clients qui m'appellent, j'ai les candidats qui m'appellent, ils ont tous leurs problématiques et en fait, je dois me rappeler de chaque problématique pour chaque personne. Ça m'a appris, l'endurance parce que, ben, oui, effectivement, on avait des horaires de travail, alors je parle de ça il y a quelques années, hein, pour moi les 35 heures, ça n'avait jamais existé en restauration, hein. J'étais plus, à 17 ans, j'étais plus aux alentours des 60-70 heures semaine. Bon, c'était très, très border, c'était une catastrophe, hein. Je finissais le samedi soir à 2 heures du matin et le dimanche matin, je commençais à 9 heures et le dimanche soir, je terminais sans coupure, il était 22 heures. C'était des journées, terribles, c'était des journées terribles, mais finalement maintenant, bah, je me dis, je suis bien contente, d'avoir, trouvé un métier où bon, je travaille beaucoup, mais voilà, je sais ce qui est pire et du coup, j'arrive à relativiser sur les choses. Le contact humain, bien évidemment, la restauration, j'ai côtoyé des personnes de tout milieu, des personnes, très aisées. J'étais dans un restaurant qui avait cette capacité-là d'attirer des personnes, du coup, très aisées. Je travaillais aussi, surtout les midis avec des personnes du bâtiment, donc vraiment une façon de parler, d'échanger, de rapidité qui était très différente. Alors qu'avec des personnes aisées, par exemple, qui louaient des salles particulières où ils avaient que leurs serveuses en règle générale, c'était une autre façon de fonctionner, une autre façon de parler, et voilà. Donc m'adapter, la rapidité
et voilà le contact avec les clients. C'est finalement c'est la base de tout mon travail. Toutes mes expériences professionnelles m'ont emmenée à ici aujourd'hui et m'ont apporté quelque chose. Ouais, c'est ce que exactement, c'est souvent ça. J'ai beaucoup d'invités qui me disent: «Ouais, en fait, ça mon CV, il a plein de trucs bizarres. Un coup, je fais ça, un coup, je fais autre chose. En fait, il y a rien de lisse, il y a rien de linéaire» et quand on tire, et ça, je le prends de Delphine Claire-Serette que j'avais interviewée, il y a quelque temps. Allez écouter son épisode qui est juste exceptionnel où, en fait, on tire le petit fil là de la pelote de laine et au fur et à mesure, on voit que notre chemin de vie, il est tracé. En fait, on l'a tracé petit à petit. Et toi, bah, c'est ça, la nature humaine. Forcément, tu discutes avec des gens de tous bords. C'est génial parce que ça te permet de voir tout et n'importe quoi. Alors, tout, on va enlever le n'importe quoi. Tout, en tout cas. Euh, de t'intéresser un peu à tout le monde, en tant soit peu que tu aies envie de t'intéresser aux gens. Donc, et j'imagine que ce que tu avais fait, toi, c'est ce que tu voulais, c'est que tu voulais aller au contact humain. Donc, j'ai trouvé ça top. Et le contact humain, tu l'as encore plus aujourd'hui, forcément, puisque tu accompagnes des candidats sur des postes, tu accompagnes des entreprises à trouver des candidats. En fait, tu es un peu une entremetteuse finalement dans une entreprise. Donc, c'est ça, si tu t'intéresses pas aux gens, si tu t'intéresses pas à la structure, tu pourras pas les faire matcher. Et ça, c'est hyper compliqué. Donc, on le voit dès le départ de ta carrière professionnelle. J'aime beaucoup alors 70 heures de travail, c'est fou, c'est dingue. On peut pas Ah, travailler. ça peut paraître, gigantesque, hein, quand maintenant on me dit: «Bah, je veux changer de poste parce que là je travaille 45 heures». Vous imaginez, j'ai pas de vie personnelle. Moi, à 18 ans, j'ai réussi à en faire beaucoup plus, mais vous pouvez y arriver. On va trouver une solution pour que ça se passe mieux. C'est que vous ne vous sentez pas bien là en ce moment, donc on va faire mieux. Mais voilà, j'entends, que c'était difficile, mais ça il faut apprendre dans le dur pour comprendre après derrière. C'est ça. Et il y a un truc que j'aime bien chez les serveurs et serveuses que je rencontre, les meilleurs, attention, hein, pas tous, mais les meilleurs, il y a un truc que je trouve exceptionnel, c'est ceux qui ont cette capacité à mémoriser tout, en fait, très rapidement. Alors, comme tu le disais, il y a 3 tables en même temps. Il y a, des di sur une table, il y a pas qu'une personne, il y a 10 personnes peut-être sur la même table, mais 3 tables de 30, ça fait 30 personnes. Ils ont tous une demande et en plus, pendant cette demande: «Je vais prendre une limonade. Non, finalement, mettez de l'eau plate. Non, prenez la lim», enfin, comment on fait à un moment donné, parce que ça, c'est une capacité qui me semble être hyper importante dans la vie de tous les jours, pour mémoriser, alors peut-être sur un laps de temps très court d'ailleurs, parce que tu vas l'oublier peut-être dans 20 minutes, je sais pas, mais est-ce qu'il y a une méthodologie que tu as apprise, que tu peux me donner pour que moi je mémorise dans un entretien, dans un rendez-vous, au titre professionnel ou personnel, des informations très rapidement et que je puisse les garder et les ramener quand il y en aura besoin. Alors ça, c'est malheureusement, j'ai pas de tips, c'est vraiment en fait, c'est de l'entraînement. Ouais. C'est de l'entraînement. Les premiers jours, je me souvenais pas de choses qu'on me disait en même temps et à la fin, j'arrivais à gérer 50 personnes en une fois. C'est de l'entraînement et j'essaye de pas perdre justement ça parce que ça se perd très, très vite. On a vite fait de perdre les bons réflexes, mais oui, c'est quelque chose, c'est une capacité quand on est serveur, en fait, les meilleurs serveurs, on arrive à comprendre, en fait, ils arrivent à comprendre ça et hem et franchement, moi, ça m'a vraiment aidé maintenant dans mon métier actuel. Mmh. Ouais. Alors moi, j'ai une tendance à tout noter du coup, parce que je mémorise quand je note. Alors c'est illisible, je t'ai dit, je prends des notes, alors je t'ai montré mes notes avant de commencer, j'en suis déjà à tout ça. Heu, J'en ai déjà beaucoup, parce que ça me permet de mémoriser et je vais l'oublier une fois que j'aurai tourné la page, hein, tu vois? Donc j'ai une capacité à oublier les choses phénoménale, c'est un don que j'ai, hein. Et que je peux revoir les mêmes films 50 fois, je suis toujours surpris de la fin et ça, Non, c'est mais je vraiment je suis comme toi pour le coup. Alors là, les films, je suis d'accord avec toi. Mais dans mon boulot, je peux avoir, un candidat que j'ai vu en 2021, je peux me souvenir de lui, de sa ville, de sa vie professionnelle, de sa vie personnelle. J'en ai certains, enfin même beaucoup. Les noms, juste le fait de voir le nom, je sais, son parcours professionnel, je peux même connaître un peu, des bouts de sa vie personnelle, ce qu'il recherche pas. Ça va très, très vite, pour ça, parce que je m'intéresse énormément aux gens et par contre un film.
Et tu t'y intéresses sincèrement, en fait. C'est peut-être pour ça aussi, qu'un film, bon, bah, c'est bien, c'est un film, c'est pour se vider l'esprit, c'est pour, avancer, et ça, c'est important. Donc du coup, moi, je vais donner un conseil, enfin, je vais te le prendre, puis je vais le redonner, hein. Moi, je distribue des conseils. Finalement, être serveur pendant tes études, quand tu es jeune, ça peut être hyper intéressant pour tes études, d'une part, mais ta vie professionnelle et sur ton CV, ça peut être un point important à soulever quand tu es en recrutement, une des capacités que tu as, bah, c'est la mémorisation, rapide de la restitution de l'information. J'imagine, je suis pas RH, tu vas me dire si je me trompe, mais je trouve que ça peut être hyper bien perçu par un recruteur quand tu lui dis que tu sais faire ça, que tu as cette maîtrise-là. Oui, effectivement et juste le fait de d'avoir travaillé pendant les études, en fait, c'est même pas le service, la restauration, oui, c'est des compétences qui se rajoutent. Après toutes les personnes dans le recrutement ne sont pas au courant des difficultés. Quand on est serveur, on le sait, quand on a été serveur, on sait on connaît cette difficulté. Mais par contre, tous les recruteurs ne sont pas forcément au fait de tout ça. Mais juste le fait d'avoir travaillé, pendant ses études, pour moi, c'est un plus, plus. Ouais, ça montre l'envie de se battre et d'aller, bon, c'est facile de travailler pendant les études, hein, les vendanges, les machins, les trucs, c'est quand même Ouais, hyper simple. Si on veut du est-ce que travail. oui, les soirées des vendanges, c'est bien. Ou ça, c'est de l'eau que je bois moi, je non, on sera pareil. Du coup, autre chose hyper intéressante que tu m'amènes, c'est, alors ça me fait sourire, mais c'est la criée, j'ai adoré. Je t'imagine alors je sais pas si tu es grande ou petite parce qu'on se voit en visio, mais, Je suis pas très grande. voilà et je m'imagine, toi, en train de crier, il y a 10 personnes, enfin, je sais pas combien il y a de personnes derrière. Bah, il y a tout un magasin Ouais, et c'est ça et comment tu abordes ça? Alors, tu avais déjà fait du cheminement personnel évidemment, intérieur, sur ta timidité, ton intériorité, je sais pas comment on appelle ça. Bref, vous avez compris l'idée. Comment tu te mets debout devant tout le monde et tu commences à crier, pour vendre ton poisson? alors, en fait, je me suis auto-challengée parce qu'en fait, on avait des grilles, tous les ans. On a des grilles, d'entretien professionnel et où on devait cocher toutes les cases pour avoir, une certaine prime et il se fait que là, cette année-là, je ne pouvais pas décrocher ma prime parce que du coup, je n'avais pas fait de crier et c'était une vieille grille à l'ancienne où la criée se faisait encore et du coup, personne ne décrochait cette prime et je trouvais ça, affreux pour tout le monde. Ouais. Donc j'ai dit: «Écoutez, moi, il y a pas de souci, je vais l'avoir ma prime» et du coup, je faisais de la criée une fois par semaine avec les promos, de la semaine, je faisais ma criée et du coup, j'ai eu ma prime. C'est génial. Encore une fois, un truc il y a un truc malin, que les employeurs n'aiment pas forcément. Moi, je travaille dans le commerce à côté et alors je le fais plus dans l'entreprise où je suis, mais dans l'ancienne entreprise où j'étais, il y avait des grilles de rémunération comme tu dis et il y avait des items qui étaient mieux rémunérés que d'autres et j'avais simplement regardé les items qui étaient, les plus rémunérateurs et ceux qui étaient les moins rémunérateurs. Et ceux qui me prenaient trop de temps et qui me rapportaient pas assez d'argent, je les faisais carrément pas. Et je m'attardais que ceux qui me rendaient de l'argent. Alors du coup, ça rendait fou l'entreprise parce qu'en fait, je faisais pas la moitié des choses, je les faisais pas et je leur disais mais pas besoin, je gagne assez. Et ils étaient fous et moi je trouvais ça génial. Je trouve toujours ça génial, hein. Si je devais le refaire, je le referais encore, hein. Parce qu'en fait, et toi tu le dis bien, tu as regardé là où tu pouvais décrocher ta prime, le truc que personne ne fait. Donc forcément, tu es l'exception. Donc du coup, tu te mets en évidence, en valeur et bah, tu sors du lot et puis tu décroches ta prime. Bah, c'est ce que je faisais moi aussi, je sortais du lot en décrochant ma prime parce que les autres n'y allaient pas, c'était trop dur. Ben oui, mais si je perds pas de temps avec le reste et que je m'attarde sur les trucs, qui sont soi-disant durs, et puis au final, ils sont pas si durs que ça. Quand tu l'as fait une fois, c'était dur, puis au Ça fur et à passe mesure, après. ouais, ça passe Ça aussi. passe et c'est marrant et puis voilà, c'est marrant, ça attire les clients viennent discuter avec nous et après, bah, du coup, en fait, on en fait des clients qui viennent régulièrement et enfin, c'est top. Enfin, moi, j'ai fait la femme sandwich aussi, enfin, c'était assez marrant ça. C'était rien à voir avec les primes, hein, c'était un challenge interne avec mon équipe de poissonnerie. C'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour gagner les parce qu'on avait aussi, ben, commercialement de la marchandise à écouler et si on écoulait la marchandise, on avait aussi des primes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on va mettre un panneau devant, un panneau derrière à Julie, puis on va l'envoyer dans les rayons et moi j'étais avec mes bottes de marée, blanches avec mon tablier bleu, pavillon France et puis j'avais un panneau devant, un panneau derrière et j'allais dans les rayons et chercher mes clients et je les ramenais à la poissonnerie puis du coup on a écoulé le stock, on a eu notre prime, ils étaient tous contents. C'est cool. Voilà, alors un bon plan, challengez-vous, c'est pas parce que c'est pas on vous le demande pas qu'il y a pas des moyens de faire des trucs et
dans l'entrepreneuriat, moi, je trouve que c'est un peu ça. Des fois, sortir du cadre, aller chercher quelque chose de différenciant, de différent, t'amène des clients autrement et peut-être même de nouveaux clients auxquels tu n'aurais même jamais pensé parce que, bah, en fait, tu es différente et c'est ça que cherchent les gens, en fait. C'est dans cette, tu sais, cette rupture sociale complète où tout le monde est aux attendus, en fait. On fait tous la même chose, on le fait de la même manière et à un moment donné, il y en a une qui casse les codes et ça cartonne parce que, bah, tu es différent des autres et tu apportes ton petit grain de folie qui fait que, bah, c'est cool. Donc moi j'aime beaucoup. Je vais pas me mettre en homme sandwich, mais je vais prendre un de mes collaborateurs et je vais le coller en homme sandwich, ça me fait rire. Faut Mais pas être l'homme sandwich, non, 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 mais oui, 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 faut challenger, il faut se challenger de toute façon tous les jours et c'est ça qui apporte un peu le fun, en fait, de la vie. Voilà, se conformer aux règles, aux normes, comme tout le monde. Après je dis pas, il faut quand même, un minimum de retenue quand même, mais il faut enfin voilà, la vie est faite pour être, vécue tous les jours et il faut avoir envie de la vivre et moi, chaque métier que j'ai pu faire avant, ça m'a apporté quelque chose et ça m'a donné envie de vivre le jour suivant et ainsi de suite, quoi. Donc il faut y aller, il faut pas s'arrêter. ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est le faut voir le verre plein, il est jamais vide, il est plein de quelque chose. Le vide, c'est pas rien le vide, c'est déjà des atomes, c'est des choses. Donc c'est toujours quelque chose, donc allez-y, foncez. Moi, je trouve que c'est, hyper intéressant. On voit au fur et à mesure, t ta personnalité se dégager là, et elle a grandi. Là, tu plus peur de rien finalement, hein, être une femme sandwich, crier au milieu des clients, c'est loin de la petite Julie, des 15 ans, qui était, coincée, derrière ses lunettes, dans la classe et qui avait envie de quitter, cet établissement scolaire. On a déjà disparu là, ça y est, c'est plus la même, c'est la version Non. 2. Donc là, c'est énorme et puis ensuite, tu sors de la poissonnerie, tu te lances directement dans le système RH ou, il y a déjà encore des étapes entre les 2. Non, non, j'ai en plein milieu de mon diplôme, donc ça a duré 9 mois, hein, c'est un cursus un peu particulier. 9 mois, au bout de 3 4 mois, notre prof nous dit: «Vous feriez bien de mettre votre CV à jour, le mettre en ligne, puis vous verrez bien quoi. L'objectif, c'est qu'au mois de septembre, vous trouviez un poste» et moi, je l'ai mis en ligne et je sais pas comment j'ai fait. J'ai décroché un entretien, dans une entreprise et c'est pas n'importe quelle entreprise, c'était une agence d'intérim hein, et une toute petite agence intérim qui venait d'ouvrir, pendant le covid et les là, j'ai eu, un entretien, mémorable, magnifique, et j'ai été prise, en fait et ça a été que du bonheur, en fait, d'atterrir là-dedans, dans un milieu que je ne connaissais pas. Pour moi, un contrat de travail, c'était un contrat de travail. Un intérim, je n'avais jamais fait, je savais même pas comment ça se faisait, comment ça se rémunérait, comment ça marchait. Je ne connaissais strictement rien. Là, il fallait gérer des gens, il fallait gérer des payes, il fallait gérer des contrats, des clients, il fallait gérer tout et l'intérim, finalement, c'est encore pire que la restauration. On en a de partout et ça a été une ascension, fulgurante parce que ma période d'intérim, je suis arrivée, il y avait, une vingtaine de personnes à gérer, vingtaine d'intérimaires, 2 3 clients. Je suis partie au bout de 3 ans, je crois qu'on était à plus de 120 intérimaires, il y avait une vingtaine de clients, enfin dans les eaux-là. J'ai plus les chiffres exacts, mais ça a été une ascension fulgurante avec ma responsable. En fait, on était les 2. Moi, j'ai changé aussi, au départ, j'étais dans le recrutement. Après, je suis passée commerciale et recrutement, puisque j'avais vraiment ce côté commercial, l'envie d'aller visiter les entreprises et en fait, ça a été une ascension fulgurante où j'ai appris en condensé excessivement de choses, vraiment dans tout, du juridique, du RH, de la paye, j'ai vraiment, en 3 ans, ça a été ma formation, la plus belle formation de ma vie puisque j'étais dans le terrain, j'étais dedans, quoi. Avec Ouais. un investissement personnel quand même très, très conséquent, mais voilà, c'était génial. 70 heures par mois aussi, par semaine? Par mois, oui, j'espère, mais par Non, semaine? non, 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 mais non, on n'en était pas là, mais c'était quand même, après je pré il faut pas que je le dise le nombre d'heures parce que je travaillais au travail, mais je travaillais aussi à la maison, Oui. enfin c'était en fait, n'importe quel métier, que j'ai pu faire et ça a été pour moi un investissement même personnel. Pour moi, le travail, enfin mon travail, ça fait partie intégrante de ma vie. Pour moi, l'intérim, c'était une responsabilité, c'était quelque chose d'important. Les gens comptaient sur moi, donc je m'investissais à fond pour que tout le monde soit content et c'était peut-être pas 70 heures, même si je pense qu'il y a des semaines où on en approche un petit peu, mais c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissements qui m'ont fait très, très mal à la fin parce que du coup, à la fin, ben,
on commence à tirer sur la corde et forcément, ben, ça casse. Oui, effectivement. Donc, une chose sur lequel je voudrais revenir, tu me dis: «L'entretien était mémorable, magnifique». C'est assez rare, que j'entende des collaborateurs ou des personnes qui sortent d'un entretien d'embauche et qui utilisent ces termes aussi élogieux pour parler de leur entretien. Alors moi, j'essaye de faire vivre, quand je fais des entretiens d'embauche, de faire vivre des moments un peu différents où ils vont s'en souvenir, j'espère de la meilleure des manières, mais où ils vont s'en souvenir parce que le CV, j'ai un truc que je fais et qu'il faut pas faire peut-être, tu vas me le dire, peut-être que je fais n'importe quoi. Quand ils viennent, déjà s'ils viennent à moi, c'est qu'ils ont passé 2 ou 3 étapes, hein. Donc c'est que techniquement, ils sont bons pour le poste. Il y a pas de discussion à faire là-dessus. Sauf que je me suis aperçu au fur et à mesure des années que les gens, ils me lisaient leur CV quand ils venaient devant moi et ça me saoule d'une force tellement phénoménale que j'ai décidé de prendre les devants. Maintenant, la personne s'assoit avec moi, à côté de moi, donc déjà on se tutoie parce que je trouve ça nul de se vous voyer, parce que je suis pas là pour être meilleur que lui ou moins bien. Je prends son CV et je lui fais: «Ton CV, tu vas pas me le lire». Je le prends et je le déchire devant lui pour lui montrer que j'en ai rien à faire de son CV parce que s'il est venu jusqu'à moi, c'est que son CV, il a déjà fait son job. Maintenant, ce que je veux voir, c'est si la personne va convenir aux autres, enfin, va compléter les équipes qui sont déjà en place, va Mmh. compléter ou va simplement intégrer, avoir le même move que nous ou carrément un move différent. Des fois, ça dépend ce que je cherche. Alors toi, c'est quoi un entretien mémorable? C'était quoi? J'ai envie de savoir. Je vais le rajouter sur mon. Si jamais quelqu'un qui nous écoute est entrepreneur et embauche la première personne, comment il doit faire vivre son premier entretien? Mais en fait, déjà, je comprenais pas ce que je faisais là. Parce que, bah, non, mais je viens d'un cursus, hôtellerie-restauration, grande distribution. Bon, certes, je suis en train de passer un diplôme, machin, mais bon, aucun administratif, j'y connais strictement rien. RH, j'y connais strictement rien. Ils m'ont appelée et en fait, avec le responsable secteur, ça a bien collé. En fait, c'est un feeling. Avec le responsable secteur, ça a bien collé et du coup, la responsable d'agence m'a reçue. Et en fait, bah, j'y connaissais rien, donc j'allais pas dire, «Ben, moi, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça». Je pouvais pas le dire. Donc en fait, ça a dévié totalement sur, bah, notre personnalité, sur, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on n'aime pas faire, ce qu'on fait de notre temps libre et cetera. C'était vraiment un entretien de découverte de la personne plus que de découverte des savoir-faire. Donc c'est découverte des savoir-être, découverte de la personne et finalement, c'est ce que moi je mets en place, aussi pour mon travail actuellement. J'aime bien faire ces entretiens-là, j'aime recruter comme j'aurais aimé être recrutée, comme j'ai aimé être recrutée et oui, le filtre, bon, ils y sont allés un petit peu au petit bonheur la chance. Ils se sont dit: «Elle, on l'aime bien, elle a l'air sympa» et ils m'ont donné ma chance et franchement, c'était top et ma responsable donc 1 heure et demie d'entretien. 1 heure et demie d'entretien quand même. En fait, on n'avait pas vu l'heure, il était 19:30, tout était fermé, on savait plus, enfin voilà. Puis en fait, on est parti, ça y est, ça a collé en fait, ça a matché tout de suite, ça a matché, c'était parti. On a commencé. On n'était que 2 dans l'agence, donc en fait, il fallait absolument que ça colle entre nous Ouais. pour que le boulot fonctionne et on était, vraiment les complémentaires sur tout, quoi. Donc Ouais, ça a matché direct. c'est C'est exactement ça. C'est c'est trop. un coup de foudre C'est professionnel. ce que j'allais dire, c'est en fait, tu embauches la personne et tu embauches pas son CV et c'est hyper important, surtout quand on a une petite équipe. Évidemment, si vous vous entendez pas, si vous avez des affinités totalement opposées, ça va être difficile de travailler avec la personne. Donc, pour ceux qui embauchent leur premier salarié, peut-être se pencher là-dessus parce qu'ils vont travailler avec cette personne-là, tout le temps. Donc c'est bien d'avoir des affinités, communes, enfin, en tout cas des points de vue intéressants à discuter, à échanger et pas tout de suite dans l'affrontement parce que ça peut être compliqué au quotidien. J'aime beaucoup, c'est ce que je fais déjà en fait. Moi, la le truc que je fais, c'est le CV. Donc comme je l'ai dit, je le jette, hein, devant physiquement, tu sais, je suis vraiment C'est violent. dur ça quand même, hein, c'est un Ah, peu je sais. dur, hein. Peut-être qu'ils ont mis du temps à faire leur CV, ils s'en sont fiers. Ouais, enfin, c'est un bout de papier et c'est pas eux vraiment le CV parce que souvent il sort de Canva, il est tout fait. C'est souvent ça que j'ai moi en tout cas, hein. Donc moi le CV m'intéresse pas. Il y a qu'une ligne sur le CV qui m'intéresse que je lis avant de le déchirer, c'est, les hobbies. J'adore discuter des hobbies. J'adore ça, je sais pas pourquoi Tu fais partie de ces recruteurs-là, enfin de ces ouais, non, de ces employeurs-là, OK. ouais, j'adore ça parce qu'en fait, moi je suis dans le commerce et bah, en fait, qu'ils me parlent de leur passion,
Mmh. souvent, c'est 100 fois mieux que de me parler de mon produit parce que mon produit, ils le connaissent pas forcément. Et ils me racontent des trucs, la plupart c'est faux, parce qu'ils connaissent pas vraiment le tarif. Ils inventent des trucs pour essayer de combler le vide, et alors que leur passion, ils la maîtrisent, tu vois? C'est comme si je te parlais, je te prenais en interview et puis que je te demandais de parler de toi. Tu vas pas me préparer tout ça, tu le sais. Si tu aimes le foot, le cinéma, tu le sais. Et du coup, bah, en fait, on parle de ça pendant une demi-heure à peu près, et je leur demande de me vendre leur passion, tout simplement. J'ai envie d'aller. Si tu fais de l'harmonica, explique-moi pourquoi l'harmonica c'est génial, en fait. Moi, j'ai essayé, c'est très compliqué, je trouve, mais explique-moi pourquoi c'est génial et en quoi ça peut être utile que je l'apprenne. Et souvent, ça me suffit, ça me permet de voir si s'ils ont envie bah, s'ils arrivent à vendre leur produit, le produit de cœur, s'ils y arrivent, il suffit juste que moi, mon produit, il leur plaise après. Donc, tu vois? Donc, je vais faire en sorte qu'il leur plaise. Bon, bravo. Aparté est faite. Je suis bizarre, je sais, mais vous inquiétez pas, tout va bien, je m'en sors. C'est pas grave. Du coup, et du coup, tu fais ça pendant 3 ans. Tout se passe bien. Et au bout de 3 ans, qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, c'est une accumulation de choses. L'intérim, c'est prenant. L'intérim, ça te prend les tripes, ça te tu envie que ça marche, tu as envie que ton planning, il monte, tu as envie que les gens soient contents de toi, que les clients soient contents de toi, tu as envie de contenter tout le monde et toi-même en même temps. Tu passes ton temps, ton énergie, ton mental dedans, et bah, moi, mon mental, il s'en est pris une claque, sans le vouloir finalement, c'était vraiment pas voulu et j'ai lutté contre pendant un sacré bout de temps, plusieurs fois même, où là, ben, totalement, bah, le vrai burn-out, total. Le vrai de vrai, j'avais un légume devant moi et j'arrivais plus à l'éplucher parce que je ne savais plus comment ça marchait. Vraiment, maman de 2 enfants, c'est très, très compliqué à gérer donc là vraiment j'ai complètement eu un blanc, je ne pouvais plus rien faire, rien faire, rien faire. Donc bon, j'ai dit: «Bon ben, le médecin a dit: "Julie, prends du temps pour toi"». J'étais pas d'accord, mais on va essayer quand même. Voilà, ça a duré 2 mois où j'ai essayé de prendre soin de moi. Je suis retournée en agence intérim. J'ai dit: «De toute façon, moi, je veux me faire virer, je ne veux plus y retourner, je veux me faire virer, je peux plus». J'ai jamais réussi à me faire virer parce qu'en fait, j'arrive pas à ne pas faire mon travail. Je me suis dit: «Si j'y vais et que je fais rien, à un moment donné, ils vont quand même me virer». Non, et j'ai pas réussi à faire ça. Ça a tenu 2 heures et après j'ai commencé à retravailler. Je me suis remis dans le boulot et j'ai recommencé le truc. En plus avec une évolution professionnelle parce que ils ont vu quand même que je voulais m'investir dans le boulot. Ils ont dit: «Bon, ben, on va te donner d'autres tâches en plus, donc on va te faire passer commercial». Donc je suis passée commerciale. J'ai recommencé mon cycle de vas-y remonte, continue, continue, continue et ça a relâché. En plus de ça, c'était dans une période où on changeait de responsable. Donc on est passé d'un responsable qui finalement nous faisait entièrement confiance sur l'agence où on avait vraiment, la liberté de prendre le temps avec les candidats. On avait la liberté de prendre le temps avec les clients, d'aller visiter les entreprises et voilà, on avait vraiment le temps de faire notre travail correctement, même si on le prenait sur notre temps perso, peu importe, ça les dérangeait pas. À un management où finalement on nous disait: «Ben, aujourd'hui tu dois en voir tant, en tant de temps, tu as le droit de les voir pendant 10 minutes, tu as pas le droit d'aller plus loin, tu dois appeler tant de prospects, tu dois aller voir tant de prospects par semaine, tu dois faire en fait le travail que tu as toujours fait, mais finalement c'est moi qui vais te dicter, que ce sera de telle heure à telle heure que tu devras en faire tant» et cetera. Et là on est passé de l'humain où on avait le temps, le droit d'écouter les gens, finalement, ben, moi personnellement, je me suis retrouvée vendeuse dans un magasin de chaussures où le client m'appelait, il me dit: «Ben, je veux une paire de 39, bah, tiens, je te donne une paire de 39» parce que de toute façon, je sais même pas la marque que c'est parce que j'ai pas le droit d'en apprendre un peu plus sur la personne finalement. Donc c'était une accumulation de choses. Ne plus avoir le temps de prendre le temps de connaître les gens, pour moi, ça a été une catastrophe. Je me suis pas retrouvée et j'ai dit: «Stop» et c'est pour ça que je suis partie de l'entreprise. Donc là, le trop de process tue le process. Du coup, tu perds le côté très humain que tu appréciais, que tu as finalement, au départ, c'était pas trop ton truc, c'est devenu énormément ton truc, et puis là, on essaye de te l'enlever et tu dis: «Non, maintenant que je l'ai vu, je veux garder ça», et donc tu démissionnes cette fois ou et c'est une démission classique, «Bonjour, je claque la porte et puis je vais voir ailleurs si j'y suis», ou tu commences à mûrir un peu en attendant des aspérités à devenir chef d'entreprise à ce moment-là? Non, non, là,
Là, ça a été, vraiment la démission du trop plein et je me suis fait violence pour démissionner parce que mon cœur ne voulait pas démissionner, mon cerveau me disait: «Julie, démissionne». Mon mari me disait: «Démissionne». Ma famille disait: «Démissionne». J'ai vraiment mis du temps. J'ai écrit plein de fois ma lettre de démission sur plusieurs mois. Voilà, j'ai posé ma démission et je suis partie. Heu, Bah, les mains dans les poches, hein, Julie, tu plus de boulot. Allez, trouve Ouais. du boulot. Et non, absolument pas. Alors là, j'étais très, très loin de penser que j'allais me mettre à mon compte. J'en étais même, à des années-lumière, j'en étais très, très loin, même, ça m'a jamais traversé l'esprit d'un jour me mettre à mon compte. Pour l'instant, en tout cas, financièrement, c'était pas possible. Mon mari est à son compte aussi, donc 2 personnes, 2 personnes indépendantes sous le même toit, ça va être compliqué. Non, non, j'étais partie, bah, j'ai rappelé tous mes clients, puis je leur ai demandé du boulot, puis il y en a certains qui m'ont fait des offres, donc OK. Donc tu retrouves un taf, classique, un CDI, un CDD, ouais, j'en ai retrouvé plein des comme plein? ça, ouais. OK, et Ouais. à un moment donné, tout ça, parce que au fur et à mesure, ben, tu refais la même chose ailleurs, c'est ça, à chaque fois? Mais non, j'ai pris un CDI, on m'a créé un poste en entretien parce qu'ils m'ont trouvé super cool, et cetera. Ils m'ont dit: «Tiens, on va créer un poste pour toi, c'est fait pour toi». Au bout d'un mois, j'ai dit: «Non, mais c'est pas possible, je m'ennuie en fait, qu'est-ce que tu veux? Je suis assistante de direction, oui, bah, c'est bien, mais en fait, ça me plaît pas». Donc j'ai posé ma première lettre de démission suite à mon abandon d'intérim, donc 2e lettre de démission en 2 mois. Après, j'ai une de mes clientes qui m'a reprise, en tant que commerciale, sauf que, bah, commerciale, c'est vendre que des choses, c'est pas enfin voilà, il y a moi, c'était le boulot de commercial ne me convenait pas, donc lettre de démission. Donc ça faisait 3 lettres de démission en 4 mois. Et puis, bah, après je suis repartie dans l'intérim, mais social, du coup, en insertion et j'ai fait 6 mois de remplacement de CDD. On m'a proposé un CDI, mais que j'ai refusé parce que, du coup, entre-temps, j'ai une, cliente qui m'a doucement glissé une carte de visite, qui m'a dit: «Tu ferais bien de te mettre à ton compte parce que, bah, en fait, c'est ce qu'il te faut, hein, tu es faite pour ça». Ouais, Voilà. c'est excellent. Donc une histoire de rencontre, encore une fois, où, tu croises la bonne personne. Alors si elle te le donne, c'est qu'elle a vu quelque chose en toi, évidemment. C'était quoi cette carte de visite? On peut y avoir accès, nous? On peut se mettre à notre compte? Oui, 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 oui. C'était en fait, une carte de ma mentor du mercato de l'emploi. Donc, je suis dans un réseau, hein, un réseau de recruteurs, du mercato de l'emploi. Donc c'est une connaissance à elle. Elle m'a donné sa carte et du coup, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Charlotte qui est ma mentor, au mercato. Donc ça a pris des mois, hein. Je me suis installée au mois de janvier. Je crois que nos premiers échanges, ça a eu lieu au mois d'avril-mai, donc l'année d'avant. Ça a commencé à mûrir doucement, doucement dans ma tête, petit à petit. Je me suis dit: «Est-ce que tu vas essayer? Est-ce que tu vas pas essayer? Oui, non, oui, non, oui, non». Les cases, oui, peut-être, non, pourquoi et cetera. Et puis un jour, j'ai rencontré, bah, du coup, ma mentor en direct. Elle m'a expliqué comment ça fonctionnait. Je me suis dit: «Ouais, ça je vais y arriver, ça va le faire». Et puis, bah, après de longues insomnies, bah, je l'ai fait. OK. Donc, tu pèses le pour, le contre longtemps, la colonne de droite pour, la colonne de gauche contre, et finalement, c'est même pas ça qui t'aide, c'est, une personne qui sait t'accompagner. Donc, tu vois, c'est un truc hyper intéressant. Aller voir, des gens qui savent faire ça, enfin, qui ont une appétence pour vous accompagner. Donc le mercato de l'emploi, on peut tous y aller, hein, je pense. Donc, allez voir, autour de chez vous. Il y en a pas que dans le 70, en Haute-Saône, il y en a partout en France. Allez y jeter un œil, posez des questions, entourez-vous des bonnes personnes et c'est souvent eux qui vont nous pousser un petit peu dans notre retranchement en nous disant: «Ouais, là, c'est possible, là, c'est pas possible» ou comment améliorer les points qui sont les plus difficiles. Je trouve ça intéressant, moi, et tu avais peur, donc tes nuits, blanches que tu as passées, c'était quoi la les plus grosses peurs que tu avais, qu'il fallait soulever, qu'elle a réussi, elle, à mettre de côté? Alors, la plus grosse peur que tout le monde a en se lançant à son compte, c'est financièrement, comment je vais faire? Comment je vais faire en me lançant à mon compte? Il va y avoir quelques mois de latence avant de pouvoir signer un contrat. Comment je vais faire? Bah, pour tout en fait. Et si jamais je décroche pas de contrat? Et si jamais j'y arrive pas? Et si jamais je suis pas fait pour ça? Et si en fait, il y a tellement de «si» les uns derrière les autres, on se dit: «Mais on n'y arrivera jamais» et au début de toute façon, on se dit: «De toute façon, je n'ai pas le choix». Moi, je suis partie du principe que: «Écoute, il y a rien qui te convient, tu ne peux pas retourner dans l'intérim parce que tu vois bien qu'au bout d'un moment, ça va pas le faire. Il y a rien qui te convient, bah, tu te mets un coup de pied aux fesses et tu y vas. De toute façon, tu n'as pas le choix, tu vas y arriver.
tu n'as pas le choix». Je me suis fait encore du mal, je me suis dit: «De toute façon, bah, les nuits blanches, j'en ai passé, mais j'en passe encore, régulièrement, c'est normal». Heu et ça m'a ça c'est j'ai pas eu le choix. Mon mari était là et ça, c'est hyper important. Mon mari, mes enfants, tout le monde était là derrière moi et en fait, ils me laissent pas le choix. Je j'ai pas le choix. De toute façon, tu veux y arriver, bah, vas-y, tu vas le faire et puis c'est tout. Et Charlotte était là, elle m'a rassurée sur certains points, elle m'a fait peur sur d'autres points parce que de toute façon, je le sais très bien, mais le recrutement, les entreprises, c'est finalement, l'État, enfin finalement, le recrutement, ça vient, bah, les financements de l'État. On a le budget qui n'a pas été voté, donc du coup, les entreprises ferment leur recrutement. Il y a les années de présidentielles où c'est forcément des bonnes années de recrutement. On a pas mal de choses comme ça qui sont compliquées. Tout est aléatoire, c'est monte, ça redescend et en fait, il va falloir faire avec, ces montagnes russes permanentes. Montagnes russes, montagnes russes financières, mais aussi les montagnes russes, psychologiques, ressenties. On signe un mandat, on est trop heureux et puis après, ben, finalement, ben, le mandat tombe à l'eau parce qu'on a une difficulté économique dans l'entreprise, donc ils annulent le mandat et après on fait que ça. On fait des montagnes russes toute la journée et il faut avoir du monde autour de soi, il faut être bien accompagné pour pouvoir y arriver parce que sinon, on n'y arrive pas dans sa tête. Ouais, un socle, solide sur lequel tu peux t'appuyer, et mais tes enfants, eux, ils travaillent pas, ils amènent pas d'argent, enfin à moins qu'ils, comment ils t'accompagnent du coup? Comment ils m'accompagnent: «Mais maman, tu vas y arriver, mais maman, tu peux y arriver, mais maman, tu vas le faire. Regarde-moi, j'ai bien réussi ma dictée cette semaine». Mais en fait, ils sont adorables, ils sont touchants parce qu'ils sont fiers de leur maman. Je passais dans la presse, il y a quelque temps et ils étaient super fiers parce qu'à l'école, ils ont parlé de maman, du travail de maman, ils étaient super fiers de leur maman et je pense que je fais tout ça finalement pour eux. Je le fais pas pour moi, ma fierté, c'est que mes enfants soient fiers de moi et je suis trop heureuse quand ils sont fiers de moi. Après, voilà. Je veux leur montrer la valeur travail. Maman travaille beaucoup, voyez ce qu'il faut faire pour y arriver. Maman travaille beaucoup, bah, vous pouvez faire pareil. C'est un exemple à montrer à ses enfants. Ouais. Ouais, c'est un moteur fort, hem et ce qui est bien, c'est que c'est un amour inconditionnel. Même si tu te loupes, c'est pas Mmh. grave. C'est pas I grave, ils le c'est pas voient pas eux. Ils le voient pas. Eux, tout ce qu'ils voient, c'est, le sourire que tu peux leur amener le soir, la lecture que tu vas faire, l'accompagnement quand tu les amènes à l'école ou de choses comme ça. D'ailleurs, tiens, en parlant, donc tu t'es lancé. Est-ce que dans la balance, il y avait justement tes enfants? Parce que quand on a 2 enfants, même un seul, hein, peu importe, il faut lui trouver du temps et je me souviens avoir, échangé avec, Clara Lahue, aussi, RH, qui, me dit: «Bah, moi, par exemple, bah, j'ai un enfant et bah, je veux pas le laisser dans un coin, je veux pas qu'il m'oublie, en fait, finalement et donc je vais lui, bloquer du temps, dans mes journées de travail». Et toi, comment tu fais avec 2 parce qu'il faut 2 fois plus de temps, j'imagine. Moi, j'en ai qu'un, c'est déjà bien. Et comment on fait? Est-ce que tu l'avais déjà imaginé dans ton travail avant de te lancer? Est-ce que tu avais défini le fait que tu aurais besoin de beaucoup de temps pour eux quand même? Alors dans l'idéal, je m'étais dit: «Le mercredi, tu ne travailles pas». Ça, c'est l'idéal. Les clients sont pas d'accord avec ça. Mes candidats sont pas forcément d'accord avec ça. Moi, je travaille sur un métier où en fait, si un candidat m'envoie son CV le mardi soir par LinkedIn, si je le rencontre pas dans la semaine, potentiellement le lundi d'après, il a déjà un poste ailleurs. Je peux pas me permettre de ne pas être disponible pour, mes candidats et mes clients trop longtemps. Donc du coup, je prends le mercredi après-midi, bien sûr, pour mes enfants quand je peux, mais je suis toujours joignable par mes clients donc voilà, c'est quand même important pour moi. J'aimerais me libérer plus de temps pour eux. Malheureusement, là, à l'heure actuelle, j'ai pas la possibilité de me libérer plus que ça. Je suis à la maison, ils me voient tous les matins en allant à l'école. J'ai la chance de pouvoir les emmener le matin à l'école, j'ai la chance de pouvoir les récupérer le soir de l'école. Par contre, ils rentrent à 16h45, à 17h, maman, elle retravaille parce que jusqu'à 20h, j'ai des entretiens. Finalement, ils ont la possibilité de m'avoir rapidement sous la main en cas de souci ou juste pour me parler de leur journée, mais je suis qu'à moitié disponible. J'ai encore pas réussi à me libérer suffisamment de temps, autant que je voudrais, pour eux, quoi. Bon, ça va venir puisque ça fait 1 an que tu y es, c'est le temps que tout se mette en place, que tu trouves 2 3 employés qui vont travailler avec toi et pour toi. Donc ça, c'est un détail.
Ça arrive, c'est vrai déjà? C'est cool, on pourra en parler. Ah cool, génial et du coup, ça y est, tu dans ton esprit, tout est OK, tout est fait, tout est, bouclé. Tu lances ta structure. Alors, quand on est RH, on est quoi? Auto-entrepreneur, SASU, SARL? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un statut particulier pour ce type d'emploi? Mais après, c'est de la prestation de service, mais je suis en entreprise individuelle. Donc après c'est conseil gestion en entreprise, c'est voilà. C'est une EI, classique et je suis du coup, affiliée au réseau du Mercato. Bon c'est à part, enfin c'est lié et à part en même temps de mon entreprise. Voilà, c'est pas très compliqué à mettre en place. Bah, ça se fait plutôt bien. OK, bon, bah, ça, c'est cool. Ça demande beaucoup d'argent de lancer sa structure, son EI, au départ, en tout cas? Non, non, non. Lancer une entreprise individuelle, c'est vraiment, c'est très peu. Soit moi je l'ai délégué à au comptable, parce qu'on avait déjà un comptable avec mon conjoint, mais ça se fait très, très rapidement sur l'INPI, quelqu'un qui sait faire, sur l'INPI, c'est très, très, très rapide. En 1 semaine, on a les statuts, on peut monter son entreprise en 1 semaine. Par contre, pour s'affilier au réseau du Mercato, là, il y a des droits d'entrée qui sont quand même, assez importants et c'est voulu par le mercato justement pour filtrer un peu. Tout le monde ne peut pas entrer au mercato, hein, je reviens un petit peu sur ce que tu as dit avant. Tout le monde ne peut pas entrer au mercato de l'emploi parce que du coup, il faut avoir un profil au minima commercial et un peu slash un peu, RH recrutement, parce que se lancer à son compte sans avoir aucune de ces bases, ni commercial ni recrutement, c'est jeter contre un mur et Mmh. c'est absolument pas la politique du mercato. On est tous là pour s'accompagner, on a des formations internes, on est formé par notre mentor également, mais on peut pas accompagner, on tient pas la main des gens non plus au mercato. On est tous indépendants, on n'a pas de salariés à proprement parler, mais par contre on travaille en échelle où en fait un mentor va aider, les mentorés et ainsi de suite. Donc moi j'ai une mentorée qui va arriver là prochainement, et que je vais aider, voilà, que je vais aider à progresser. Cool et génial. C'est top. Oui, non, mais quand je disais tout le monde, à partir du moment où tu as certains une appétence pour ce métier, hein, parce que tu peux pas non plus, et c'est pour tout et heureusement. Alors le billet d'entrée élevé, je l'entends aussi. Alors du coup, bien, pas bien, je sais pas moi perso, mais parce que quelqu'un qui n'a pas forcément un gros budget, mais qui a toutes les compétences, bon, il ira trouver de Oui. l'argent près des banques peut-être, je sais pas, mais Bah, après voilà, je dis pas c'est pas on n'est pas sur le prix d'une voiture non plus, hein, c'est élevé, mais voilà, moi j'ai réussi, en étant salariée classique à mettre suffisamment de côté sur quelques mois. Enfin voilà, ça permet d'avoir un projet réfléchi et de s'investir, correctement dans l'entrepreneuriat en se disant: «Bon, bah, voilà, maintenant j'ai mis, mes billets sur la table, il va falloir que je les rentabilise, quoi». Donc ça donne une motivation supplémentaire. ouais, effectivement. Non, mais c'est bien parce que ça permet d'avancer étape par étape et de se sentir encadré également. Une fois que tu as créé ta structure, c'est la question que je pose à tout le monde parce que finalement, on a tout tu sais, l'euphorie du début. On ouvre ses statuts, on ouvre son PC, on crée peut-être son site web, des cartes de visite, bref, plein de trucs qui tout avance vite, alors, dans au maximum en tout cas et puis, à un moment donné, il faut quand même aller trouver les clients, hein. Comment on fait quand on démarre, quand on débute? Alors tu démarres pas avec rien, tu as déjà un avantage certain par rapport à pas mal de monde, mais comment on fait pour trouver son premier client? Est-ce que tu, fais comme tu le faisais avant, méthode 100 terrain, je tape aux portes, je vais chercher les entreprises qui ont besoin de salariés ou tu tapes au hasard sur LinkedIn et puis bonne chance? Alors là, moi, j'ai vraiment pas un parcours, classique non plus, hein. Parce qu'en fait, j'ai mis sur les réseaux comme quoi j'étais affiliée au réseau du Mercato et que je me lançais à mon compte et là, bim, un client qui me fait un message, il me dit: «Je veux vous rencontrer rapidement». Je dis: «OK». J'ai pas fini ma formation, j'ai rien fini en fait, je voilà, j'ai à peine ma société d'ouverte et là, j'ai eu une chance, mais incroyable et en même temps, ça a été un peu compliqué, mais j'ai eu une chance incroyable d'avoir mon premier client, comme ça. Mais après ma méthode de prospection a beaucoup évolué entre l'intérim où c'était vraiment particulier, et maintenant parce qu'en fait, avant je tapais des portes,
un commercial classique qui tape des portes et qui va essayer d'ouvrir des portes. Et là, finalement, ben, je suis passée en quasiment 100 digital. Les entreprises, finalement, ben, elles sont toutes sur le digital. Donc, je travaille beaucoup, 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 beaucoup sur LinkedIn. On va dire à 90 c'est, la prospection ou alors des contacts, via LinkedIn. Après, ça passe par le site internet, mais voilà, c'est beaucoup LinkedIn, finalement. Et après, par contre, je rencontre toutes les entreprises sur le terrain. Je vais visiter toutes les entreprises. C'est important de visiter les entreprises pour toi, Oui. pour avoir, l'odeur de l'atelier ou le bruit des machines? Ah oui, oui. Oui, oui, parce que le recrutement tel que moi je le vois, chaque personne n'est pas faite pour aller partout. Je dis n'importe quoi, je suis en recherche d'un responsable, d'une entreprise, d'un responsable d'entreprise, même s'il a travaillé dans exactement le même secteur d'activité, dans les mêmes, types d'entreprises, finalement peut-être il va pas s'accorder avec les chefs d'équipe déjà en place. Il faut que je connaisse les chefs d'équipe, il faut que je connaisse l'entreprise, leur fonctionnement, la rapidité ou non de l'entreprise, voir si elle peut s'adapter. J'ai des chefs d'entreprise qui étaient dans des entreprises avec une production assez moyenne, assez basse, et si je les mets sur des entreprises où la production est très élevée, très haute, avec une cadence très soutenue, ça ne fonctionnera pas. Alors que sur le papier, il avait tout pour fonctionner. Si je ne vois pas ça, si je ne parle pas avec les équipes, je peux pas faire du recrutement correctement. Je peux pas. On peut pas m'envoyer un message, «Je cherche un agent un technicien, de maintenance pour tel type de machine». Si je connais pas l'entreprise, si je sais pas ce qu'ils font, j'en suis incapable et j'arrive pas à le faire correctement parce que j'aurais l'impression de mentir à mes candidats. Ouais, Et c'est il faut pas. Je veux connaître en fait, tu vends des choses, tu es commercial, tu connais ton produit, ben, moi, c'est un peu la même chose. J'ai besoin de connaître les entreprises pour pas les vendre, mais les expliquer, derrière pour éviter les échecs, à l'entretien, éviter de faire perdre du temps à mes clients et cetera. J'ai visité plein de types d'entreprises, j'ai visité, ben, des ABI, des scieries, j'ai visité, des centres de tri, des usines de matelas, des usines dans l'aérospatiale, j'ai visité plein de choses en fait, plein d'entreprises et c'est top. C'est ouais. génial. C'est Mmh mh. c'est non, mais c'est hyper intéressant. Tu vois, c'est le truc on voit pas, simple moldu du RH, où, pour moi, le RH, enfin pour moi non, j'ai bien changé depuis que je travaille sur Renacast, hein, mais, avant Renacast, le RH, c'était la personne dans son bureau qu'on ne voyait jamais, tu vois? Qui décrochait son téléphone juste pour te mettre un petit avertissement de travail ou pour te dire que tu étais pas recruté ou que ton CV ne correspondait à rien, mais il y avait pas l'humain, tu vois? C'était très détaché de l'humain et là, tu montres que finalement, l'entreprise, c'est pas l'entreprise qui cherche quelqu'un, c'est tu cherches quelqu'un qui correspond, enfin, tu cherches quelqu'un qui peut correspondre à l'entreprise. En fait, il faut qu'il y ait un match aussi, comme tu le disais tout à l'heure, entre les deux. Et ça, je trouve ça fort. Ça te fait voyager pas mal, du coup, puisque tu visites pas mal de trucs, c'est cool. Et tu fais la même chose, du coup, avec le candidat, les candidats. Tu vas décoder l'humain derrière la personne qui pose son Mmh CV mh. et tu le rencontres en face à Exactement. face? Oui, la plupart du temps, quand on est vraiment pas très loin, physiquement, hein, parce que ça m'est déjà arrivé de recruter un peu plus loin, mais sur le secteur, en tout cas, on va dire à 95 je fais des entretiens un peu particuliers. L'entretien, classique technique par téléphone, je maîtrise, je gère, j'arrive à filtrer, c'est pas un souci. Ça, c'est vraiment la partie, qui est faite, bah, par exemple, toi, pour tes entretiens, tu en amont, la partie technique a déjà été filtrée. Donc moi, je filtre déjà cette partie technique et ensuite, je propose de rencontrer mes candidats. Je travaille depuis chez moi, voilà, je le dis. Je vais pas rencontrer mes candidats à la maison, c'est hors de question. Alors du coup, j'ai décidé de rencontrer mes candidats dans des cafés, dans des boulangeries, Génial. ça peut arriver aussi dans des restaurants, ça m'est déjà arrivé, du temps de midi: «Ah bah, je suis désolée, j'ai qu'une pause d'une heure et demie». Bon, bah, c'est pas grave, on va manger ensemble, on va parler un peu de vous, en fait. On va parler un petit peu de technique parce que des fois, il m'en manque un peu, mais pas forcément et on va un petit peu dévier. On va parler, ben, oui, des passions, on va parler des passions, on va parler un petit peu de plein de choses. Heu, on parle du serveur qui va passer, ce matin, on a parlé, de nos enfants parce qu'il m'a dit: «Ah, vous avez des enfants?» «Bah, oui, oui, j'ai des enfants, puis vous?» et puis ainsi de suite. «Ah, bah, les difficultés scolaires» et cetera et en fait, on va apprendre à se connaître, à avoir un relationnel différent d'un entretien d'embauche, classique où tu es derrière ton bureau avec le téléphone qui peut sonner, avec des gens qui peuvent t'interrompre, avec et on enlève totalement,
la structure classique de l'entretien d'embauche que le candidat se met en tête. Je vais lui dire ça et après ça et après ça et je vais réviser tout ce que je dois lui dire et en fait, avec moi, ça ne fonctionne pas parce qu'on va partir un peu à droite, on va partir à gauche, après je vais recentrer, je vais remettre et je découvre la personne, je découvre ses savoir-être et je peux me faire une idée si oui ou non ça va s'accorder ou pas avec l'entreprise, si ça va matcher. J'en ai certains avec lesquels ça fonctionne pas. J'ai travaillé avec le bâtiment, va avoir une discussion de plus de 20 minutes avec quelqu'un du bâtiment qui te répond par oui, par non. C'est très compliqué. Mais Ouais. par contre, j'ai des entretiens magiques. J'en ai eu un ce matin, il a duré au lieu de 3/4 d'heure, il a duré 1 heure et demie. On a parlé de tout, de rien et je me mets jamais de rendez-vous derrière mes entretiens parce que ça peut partir loin, sur plein de choses. Et j'adore. Moi, mes résumés pour mes entreprises, ça fait pas 3 lignes, hein, ça fait une page et on parle de tout. Je ne connais pas toute la vie de mon candidat, mais tout ce qu'il a bien voulu me dire, toutes les choses qu'il a bien voulu me dire, eh ben, j'arrive à les remettre dans un contexte professionnel, des Ouais, choses transférables. c'est oui, ah, les choses transférables est très intéressant puisque, j'en ai parlé ce matin. J'ai enregistré ce matin avec, Charlie Perru, qui m'expliquait que justement les compétences qu'on avait, dans un cœur d'activité étaient transférables dans un autre. Il ça fait juste, de trouver le trait d'union entre les 2 et je trouve ça génial, que tu le ramènes aujourd'hui enfin là maintenant. Alors pour mes auditeurs, c'était pas ce matin, c'était la semaine dernière, mais, moi, c'est il y a quelques heures juste. Je trouve le truc hyper intéressant. J'ai jamais eu d'entretien dans un café. Enfin si, mais face à face. C'était juste le lieu, mais pas. Il y avait rien de très. C'était très carré quand même. T'as une question, t'as une réponse. Point. On discutait pas de grand chose. Un entretien comme ça, je trouve ça juste génial. On a déjà dû te le dire à la fin de tes entretiens. J'imagine que les gens disent. Ouais. Et il y en a qui t'ont marqué plus que d'autres. Ah oui, 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 non, mais j'en ai un, qui s'est totalement décomposé en face de moi pendant l'entretien et j'ai dit: «Écoutez, arrêtons tout de suite l'entretien, on va se prendre un café, on va parler d'autre chose et puis après on verra» et finalement, au bout d'une demi heure de discussion de tout, de rien, en fait, l'entretien s'est fait tout seul et ça a duré 2 heures cette fois-là. Il y a eu une pause cigarette entre 2 parce qu'il en pouvait plus le pauvre et du coup, bah, en fait, l'entretien s'est très bien déroulé. Il a pris son poste, mais il s'est totalement décomposé. Ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas fait d'entretien d'embauche. Mmh. Il savait pas comment ça se passait et là, se retrouver face à une petite nana, bien plus jeune que lui, au milieu d'un café, il s'est dit: «Non, mais ça va pas le faire, je vais pas y arriver». Voilà, mais c'est trop bien. On commence l'entretien, on n'est pas assis, on serre la main: «Bonjour, vous allez bien? Vous voulez un café?» «Oh bah oui, volontiers» et puis après, on part sur, totalement autre chose que le CV. On revient de temps en temps dessus, on fait des choses, voilà. Mais en fait, cette façon de recruter, c'est exactement ce que moi j'aurais voulu avoir, tout au long de mon début de carrière. J'aurais tellement aimé être recrutée comme ça et je veux le faire et je veux continuer à le faire et je veux que les entreprises apprennent à le faire aussi. Ouais, c'est bien. Alors, est-ce que toutes les entreprises ont le temps, l'énergie peut-être, humaine pour le faire? Parce que, comme tu le dis, un entretien qui dure 1 heure et demie, 2 heures, moi je vois enfin, pas moi, moi je prends un temps long parce que j'ai le temps, mais au-dessus de moi, j'ai des personnes qui font du filtrage, qui font des entretiens, mais en gros, c'est en 10 minutes, un quart d'heure, ils doivent avoir décelé point A, point B, point C et si tu as pas ces points-là, tu passes pas l'étape en fait et eux n'ont pas le temps. Ils reçoivent des milliers de CV par semaine, par mois. Ils n'ont pas le temps de prendre 2 heures. Sinon, on sera encore à celui qu'on a reçu en 2019, quoi. Mais toi, tu arrives. En fait, déjà, tu tries tes CV au départ. Enfin, j'ai pas envie de parler de CV. Tu sélectionnes des personnalités, des candidats qui, dès le départ, très rapidement, tu as une grille que tu as toi-même créée en fonction des demandes de l'entreprise que tu vas accompagner, Oui. ou ils te la donnent toute faite et puis tu as juste à t'adapter. Non, non, de toute façon, quand ils me donnent une grille, une trame, généralement, de toute façon, elle est retravaillée. Parce que s'ils font appel à mes services, c'est parce que ça ne fonctionnait pas à un moment donné. Ouais. C'est que d'eux-mêmes, ils n'ont pas réussi. Donc en fait, on a déjà un travail en amont qui est quand même assez conséquent de retravail de fiches de poste, en fait, on retravaille tout. Et après, moi, je me fais mon persona classique, Mmh. de mon candidat type avec, bah, du coup une sorte de grille d'évaluation, de choses, indispensables, pour le poste-là. Et après, ben, ça se fait en entretien physique, une fois que toute la grille est remplie, tout se passe bien, on arrive à l'entretien physique et là, l'entretien physique, c'est un peu révélateur pour
l'intégration dans l'entreprise, ça va matcher, ça va pas matcher. Ouais, OK. Donc, ouais, hyper intéressant. J'aime beaucoup cette façon de voir les choses, complètement différentes et l et tu te donc ça fait pas assez longtemps peut-être, mais tu vas me le dire. Est-ce que tu sais si, le candidat que tu proposes à l'entreprise va être périn dans le temps, va rester parce que justement avec ton expertise, tu as trouvé le bon profil, qui correspond typiquement au poste et qu'il y en a pas un autre qui pouvait faire ce poste-là? Est-ce que tu sais que si ça marche à long terme? Je il y a des candidats, des entreprises où je suis sûre et certaine que ça va le faire. J'en ai eu une tout à l'heure au téléphone, je le savais, l'entretien a duré même pas 20 minutes, avec l'entreprise et je savais que ça allait matcher tout de suite. J'ai d'autres entreprises où particulièrement où c'est plus difficile, à partir du moment où une entreprise est structurée, a un process, d'intégration, a des process vraiment bien définis, ça va se passer, ça va se faire, on arrive à trouver des bonnes personnes. Après, mon boulot, moi, j'accompagne les personnes jusqu'à leur période d'essai, leur fin de période d'essai. Je prends des nouvelles régulièrement, mais malheureusement, après, s'il y a des difficultés après derrière, j'essaye de les remonter, mais il faut qu'il y ait des actions qui soient mises en place. Moi, je suis pas en interne dans l'entreprise, Bien sûr. donc voilà. Pour l'instant, ça se passe très bien. Eh beh, Mais écoute, faisons que ça continue comme ça. Alors du coup, une question que je pose aussi régulièrement parce que, OK, tu as ton compte, tu arrives à trouver, tes clients, je vais dire facilement, pour simplifier les choses, c'est peut-être pas si simple que ça. Mais, comment on fait, pour, moi je veux faire la même chose que toi, j'ai envie de créer une structure équivalente. J'ai l'impression que j'ai les mêmes appétences que toi dans le recrutement. Comment je fais pour, sans tout me dévoiler évidemment parce que tu vas garder deux trois petits secrets, mais comment je fais pour créer une grille de tarifs? Comment je facture ça? Parce que, finalement, je vais passer quoi? 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures, je sais pas, d'ailleurs, j'en ai aucune idée, tu vas me dire, sur un recrutement. Du coup, je me dis: «Bah, en France, on est payé, 18 € de l'heure fois 5, ça me coûte tant. ouais, Ouais, ouais. avec ça, je vis pas». Comment toi, tu as fait pour structurer? Est-ce que tu as été accompagnée pour ça? Est-ce que tu l'as fait toute Oui. seule au doigt levé? Alors, il y a le recrutement, c'est vraiment complexe, par rapport aux régions, par rapport au territoire. En Île-de-France, à même compétence, on n'a pas la même grille de salaire. Voilà, le mercato de l'emploi me permet d'avoir déjà des grilles prédéfinies, pour les tarifs, donc déjà, voilà. Mais par contre, il faut vraiment s'ajuster à son bassin. Un responsable sur Paris n'aura absolument pas le même salaire et donc pas la même, enfin, on n'aura pas le même montant de mandat, en Haute-Saône que sur Paris. Il faut vraiment s'ajuster, vraiment au plus juste, à son territoire et c'est triste parce que pour le même travail, un collègue parisien va avoir, une rémunération supérieure. Mais voilà, c'est un peu le jeu, hein. Effectivement. Bon, après, il paye pas son loyer le même prix non plus, hein. J'ai regardé ce matin, on est quand même à 124 de plus que la Haute-Saône, heu, donc Et puis bon, on ça n'a va. pas le même cadre de vie, mais Ouais. oui, non, mais voilà, c'est vrai que c'est pas voilà, c'est vraiment difficile et pour en revenir sur le point de on sait pas combien de temps on va mettre, là, clairement, un poste, des fois, je me dis: «Ça va être, finger in the nose, je vais y arriver, ça va être super facile» et là, je me casse les dents parce que finalement, c'est bien plus difficile que je le pensais et à l'inverse, un poste où je vais me dire: «Ah, c'est difficile Julie, ne le prends pas» et finalement, bah, ça va se passer tout bien et en fait, bah, c'est un peu le jeu, ça fait la balance, on y arrive. Ouais, ouais, c'est ça, oui, des fois on gagne, des fois on perd, on peut pas gagner tout le Et temps, ce serait trop on facile. peut pas gagner partout. Non, non, on sera pas millionnaire tout de suite, mais bon, C'est les c'est pas grave. fameuses montagnes russes que tu m'expliquais tout à l'heure. Oui, oui. Bon, bah, c'est bien, donc on avance, c'est super intéressant. J'adore beaucoup le façon d'aller chercher, donc s'encadrer, s'entourer en tout cas d'une structure. Je pense que c'est ce que je pourrais retenir moi si je voulais me Mmh. lancer, là aujourd'hui. Les difficultés financières, bon, bah, un jour ça marche, un jour ça marche pas, mais peu importe, le tout, c'est de structurer correctement sa grille de tarifs pour, que, des points forts, relèvent les points faibles et puis au final, on s'en sort, à la fin, sans aucune égratignure finalement. Donc il y a tout ça et moi j'ai un truc que
et on en parlait avant de lancer l'enregistrement, j'ai un truc qui Mmh. me chagrine un peu parce que tu vois du coup plein de personnes sur LinkedIn. Tu me disais, tu as des dizaines et des dizaines de candidats qui viennent te solliciter quasi tous les jours. Et puis tu as des entreprises qui sont en face. Comment on fait pour se structurer? Comment je me souviens que Jean-Michel, il avait telle compétence, et aujourd'hui j'ai rien à lui proposer, mais peut-être que demain ou après-demain, Bien, je vais devoir me rappeler de lui. Est-ce que tu as un outil que tu peux me oui. donner, qui me permet en un claquement de doigts d'avoir un second cerveau, quelque chose qui me permet de me souvenir de tout ça? Parce que moi, j'y arriverai pas, hein. Alors c'est de la technique intérim, c'est pas vraiment un outil. Après avec le mercato, j'ai des outils, magnifiques, enfin voilà, je peux pas cracher dessus, ils ont des outils magnifiques. On travaille sous format de vivier aussi, Ouais. donc le vivier, voilà, on a des candidats, on a des postes et cetera. Où est-ce qu'on les envoyait? Et par contre, ce que j'ai, c'est, on a des tableaux, hein, les classiques, des tableaux avec, quand est-ce qu'on a rencontré la personne, de quoi on a échangé, la rémunération, où est-ce qu'ils se verraient. Et où est-ce qu'on l'a envoyé? En fait, c'est ni plus ni moins que du suivi de tableau. Je fais beaucoup de nursing aussi, donc le nursing, c'est garder un petit peu les candidats qui éventuellement voudraient changer de poste, un peu au chaud. Donc ils ont potentiellement envie, mais ils savent pas trop où. Donc en fait, on les garde un peu au chaud, puis le jour où j'ai un poste, et ben, je peux leur proposer. Je sais qu'ils sont tout de suite dispo parce que je les ai gardés, proches de moi. Voilà, c'est de la technique qu'on apprend en intérim, en fait. C'est voilà, ça fait partie du job, c'est de la technique, quoi. Ouais, donc un tableau Excel, un truc, Oui, oui. ouais, c'est tout? Ouais, un contrôle F, on va chercher, Alors le nom du poste et cetera et puis ça va tout seul. ouais, contrôle F, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est pas si évident que ça pour tout le monde. Essayez, contrôle F, mettez quelque chose, vous verrez, ça va arriver. Ça marche très, très bien, effectivement. Cool. Donc ouais, donc un tableau Excel. Tu m'as pas parlé de Notion et je suis plutôt content, on m'en parle tout le temps. Donc je suis très content que tu m'en aies pas parlé. Du coup, une fois qu'on a tout ça, donc en fait, tu parles de mandat, donc c'est un prix fixe par rapport au salaire, si je comprends bien, au salaire de la personne que tu vas embaucher, c'est ça? C'est très compliqué. Oui, voilà, C'est je me très, doutais très bien. compliqué. C'est pas un pourcentage. Moi, je travaille comme tout le monde. Je peux travailler comme tout le monde avec un pourcentage du salaire de la personne, mais je trouve ça d'une injustice totale. Moi, j'aime pas travailler de cette façon, mais je m'adapte aux entreprises, hein, pour le même travail, en fonction du salaire que la personne, le candidat aura négocié, j'aurai pas le même salaire moi à la fin. Alors que j'ai travaillé le même nombre d'heures, alors que j'ai fait exactement le même travail, en fonction de ce que va négocier l'entreprise et de ce que va négocier le candidat, mon salaire ou enfin le mandat, que va payer l'entreprise va être différent. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est faire des mandats fixes, où en fait on a un mandat fixe avec l'entreprise. On sait que de toute façon, à la fin de la ligne, peu importe le salaire du candidat, ça va coûter tant. C'est quelque chose que je mets en place, voilà, c'est un entre guillemets «un entre-deux», du salaire à peu près, voilà, un pourcentage du salaire, c'est un peu un entre-deux, mais c'est un mandat fixe. Tout le monde, l'entreprise comme moi, personne n'est lésé, on sait exactement où on va, on a le droit de négocier avec le candidat, on se dit pas: «Bah, la petite dame, je vais lui donner plus alors qu'elle a fait le même travail». J'aime beaucoup travailler, de manière claire et que ce soit précis et voilà, c'est une façon de travailler. Très bien, on prend. Si ça peut inspirer certains des auditeurs, c'est génial. C'est toujours bon, en fait. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça permet toujours de bouger les neurones et peut-être Mmh mh. de réfléchir à autre chose, donc c'est top, j'adore. On arrive progressivement, tu le sais, à la fin de ton épisode, ça doit faire, pas loin d'1 heure qu'on est ensemble et du coup, j'ai quelques questions à te poser avant de te laisser vaquer à tes occupations habituelles. La 1re, c'est il y a j'aime beaucoup savoir si mes invités ont un livre à me conseiller ou à conseiller le livre de chevet par excellence qu'ils aiment, dans lequel ils aiment se replonger régulièrement, qu'ils aiment partager, à leurs, amis et famille, collègues, peut-être, candidats, qui sait? Est-ce que toi tu en as un? Alors, il y en a pas un, il y en a peut-être 2. OK. Il y en a un typiquement, axé sur mon métier, vraiment bah, je t'en ai déjà parlé, «Recruter sans chasser» de Charlène Emmery. Donc vraiment celui-là, Bon. c'est typique, de mon métier que voilà, j'adore et j'ai franchement adoré, ce livre. Je d'ailleurs, il a des notes et il est griffonné et tout ça. Enfin voilà, quand je reprends mes posts LinkedIn, mes annonces d'ailleurs, quand j'ai lu son livre, j'ai repris toutes mes annonces, j'ai tout retravaillé mes annonces. Vraiment, je me suis toute remise en question. Donc déjà celui-là,
typiquement recrutement et un livre, plutôt un peu développement personnel et cetera. Ça sera peut-être plus La vertu de l'échec de Pépin, de Charles Pépin, Mmh. et qui finalement, ben, on peut, dans toute situation, ce livre parlera. Il faut pas renoncer après un échec, hein. L'échec, c'est pas une fin en soi et il faut toujours, c'est juste une étape, en fait. Quand, tu as un échec dans ta vie, parce que moi, mon année s'est pas déroulée, comme ça, c'est pas un long fleuve tranquille. Ça a été des bons et des mauvais moments, ça a été des échecs, ça a été, voilà, des remises en question et finalement la vertu de l'échec, c'est enfin voilà, c'est la base. Il faut échouer pour réussir un jour et voilà, c'est ce que j'aime dire à tout le monde. On n'a pas de diplôme, on n'a rien, c'est pas grave, on va y arriver. On a échoué, c'est pas grave, on va recommencer, on va faire ça bien, on remet tout à plat, on recommence et on y va. Voilà, c'est la base. Je mets évidemment toujours, comme d'habitude, les 2 livres que tu m'as, donnés dans les notes de l'émission. Comme ça, si vous êtes intéressé, pas besoin de les chercher, venez cliquer sur le lien. Évidemment, je remettrai allez, je me permettrai dans ton épisode de reparler de Charlène Emmery puisqu'elle a enregistré avec nous, il y a quelques alors pour moi, ça fait quelques mois, pour vous, ça fait quelques semaines que vous l'avez entendu. Je vous remettrai ceci, parce qu'un épisode que j'ai trouvé sympa, je crois que tu l'avais écouté d'ailleurs. Ah Heu oui, oui, oui. j'ai adoré échanger avec Charlène, c'est impressionnant. Ah oui. Allez écouter plein de bons tips également. Donc profitez, profitez. Et ce que j'aime dire aussi, c'est dans Renacast, ok, on a des profils parfois sensiblement identiques, avec le même cœur de métier. Par contre, personne n'est arrivé, Oui. où ils sont aujourd'hui de la même manière. C'est pas parce qu'on fait la même chose qu'on le fait de la même manière déjà. On peut le preuve en est, hein, tu m'expliques que tu es enfin tu recrutes différemment, donc ce qui est plutôt, hyper intéressant et puis tout ton parcours de vie t'a amené là comme tu es aujourd'hui. Donc moi, je trouve ça génial d'entendre tous ces parcours différents et qui nous épanouissent et puis qui nous donnent beaucoup, beaucoup d'idées pour se lancer. Donc, si vous n'êtes pas lancé dans ce que vous voulez faire, bah, écoutez l'épisode prochain, celui de Julie, mais celui de Charlène, celui de Delphine, celui de Magali. Bref, il y en a 48 épisodes aujourd'hui, donc il y a de quoi faire. Donc, allez les écouter. Prenez des notes. Des fois, c'est intéressant de choper 2, 3 trucs comme tu l'as fait. Tu as annoté le bouquin de Charlène. Donc, allez-y, prenez des notes et partagez tout. Et venez nous voir, en tout cas, venez échanger avec nous, parce que des fois, une discussion anodine fait déclencher énormément de choses dans notre petit cerveau. Donc, c'est le moment. Merci beaucoup. Avant de te laisser, 2 dernières questions. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut échanger avec toi, discuter avec toi et peut-être travailler simplement avec toi? Non, bah, LinkedIn, hein, le plus simple, vraiment, c'est LinkedIn. Je suis hyper connectée dessus donc pas de souci, j'ai l'habitude, c'est fluide, voilà. Donc, on se connecte ou on t'envoie un message? On peut t'envoyer un message sans te connecter? On peut m'envoyer un message sans se connecter, oui. OK, cool. Eh ben, écoute, je le mettrai évidemment les liens dans les notifications et puis, comme ça, hésitez pas à aller échanger. Vous allez voir, elle est hyper réactive. En tout cas, dans mon cas, ça a été très, très rapide, donc cool, génial. Allez, dernière question et après cette fois, je te laisse officiellement. Si tu avais la capacité, Julie, de revenir dans le passé, très, très loin dans le passé, je sais pas, à tes 15 ans, 15, 17 ans, dans ces eaux-là et que, tu tombais nez à nez avec toi-même, avec la petite Julie de l'époque, qui n'aimait pas l'école, celle qui avait envie de tout lâcher, tout quitter, qu'est-ce que tu lui dirais? Bon, bah, je lui dirais simplement, bah: «N'aie pas peur de te tromper, de toute façon tu vas faire des bêtises, ça c'est sûr, mais finalement, ben, tu vas y arriver, il faut pas lâcher». Parfait. Effectivement, tu peux pas lâcher, ça va marcher. Dans tous les cas, ça va marcher. Merci Mmh. Julie pour ta franchise. Merci à toi Nicolas. C'était hyper instructif, hyper intéressant. J'ai apprécié le moment. On se fixe les 2 un autre rendez-vous dans 2 ans peut-être pour qu'on Avec plaisir. discute de tes prochaines évolutions, de ton parcours qui aura encore grandi avec encore des enseignements encore supplémentaires. Je suis, en tout cas très heureux d'avoir échangé avec toi. Merci beaucoup. Je te souhaite, Merci. une bonne journée et puis, à très bientôt pardon dans un épisode de Renacast. Salut, À bientôt Nicolas. ciao. Si cet épisode vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues, qui sait. Cela pourrait bien être le déclic dont ils ont besoin pour se lancer. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et laissez-nous une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire grandir Renacast et continuer à donner la parole à celles et ceux qui ont osé. À très vite pour un nouvel épisode et surtout, osez passer à l'action.